Lors du mariage de mon fils, ils ont remplacé ma place par une poubelle. C'était juste une blague. Ne soyez pas si dramatique. Ma belle-fille a dit. Tout le monde a ri, mais quand j'ai révélé le test ADN de mon petit-fils, les invités étaient stupéfaits. Je suis heureuse que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville depuis laquelle vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a atteint. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée dans la salle et que je n'ai pas trouvé mon nom sur le plan de table. Le script élégant listant les attributions de table semblait se moquer de moi alors que je passais mon doigt le long de l'ordre alphabétique. Henderson, Hopkins, Jackson, mais nulle trace de Rhonda Mitchell. Excusez-moi, j'ai approché la jeune femme avec le tableau. Son sourire était brillant et exercé. Je ne semble pas trouver mon attribution de table. Je suis Rhonda Mitchell, la mère du marié. Son sourire a légèrement vacillé. Oh, laissez-moi vérifier avec la mariée. Elle s'est éloignée, me laissant là dans ma robe bleue soigneusement choisie, celle que j'avais achetée spécialement pour le mariage de Damon. 3 mois de préparation, d'essayage et d'excitation, et maintenant je me sentais comme une invitée non désirée au mariage de mon propre fils. Quand la jeune fille est revenue, elle était accompagnée d'Indy elle-même, resplendissante dans sa robe blanche fluide, ses cheveux blonds relevés en un chignon élaboré qui avait probablement coûté plus que mon loyer mensuel. À 26 ans, elle avait cette beauté confiante qui vient de ne jamais s'être entendue dire non, de n'avoir jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Oh, Rhonda, la voix d'Indy était douce comme du miel, mais ses yeux verts contenaient quelque chose de tout à fait différent. Je suis désolée pour la confusion. Nous avons dû faire quelques changements de dernière minute dans la disposition des sièges. Bien sûr, ma chère. Où aimerais-tu que je m'asseye? Le sourire d'Indy s'élargit, et je jure avoir vu quelque chose de prédateur traverser son visage. Suis-moi. Je vais te montrer ton endroit spécial. Mon cœur gonfla malgré ma confusion précédente. Un endroit spécial. Peut-être avait-elle arrangé quelque chose de attentionné après tout. Malgré notre relation tumultueuse au cours de l'année écoulée depuis que Damon me l'avait présentée. Peut-être qu'Indy essayait de faire la paix le jour de son mariage. Je la suivis à travers la salle de réception magnifiquement décorée, passant devant des tables ornées de roses blanches et d'accents dorés, devant la piste de danse où bientôt mon fils danserait avec sa nouvelle épouse. Nous avons continué à marcher au-delà de la zone principale, au-delà des tables réservées à la famille d'Indy. Nous avons continué à marcher. Où allons-nous exactement? Ai-je demandé, ma voix trahissant la première trace d'inquiétude. Juste un peu plus loin, a dit Indy, ses talons cliquant sur le sol en marbre. Je voulais m'assurer que vous aviez une vue parfaite sur tout. Nous avons tourné un coin et elle s'est arrêtée brusquement. Nous y sommes. J'ai regardé avec incrédulité. Contre le mur, à côté du vestiaire et partiellement caché derrière une grande plante en pot, se trouvait une chaise pliante. À côté se trouvait une grande poubelle en argent. Je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Le rire d'Indy était léger et aérien, comme si elle venait de raconter la plus délicieuse des blagues. C'est votre place juste à côté de la poubelle. C'est parfait, vous ne trouvez pas? Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas sérieux. Oh, mais si. Ne soyez pas si dramatique, Rhonda. Ce n'est qu'une petite blague. Sa voix avait perdu sa douceur sucrée et pris une tonalité que j'avais déjà entendue, généralement quand Damon n'était pas dans les parages. De plus, c'est très approprié, vous ne trouvez pas? J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mais quelque chose de plus profond se passait. Une réalisation froide s'installait dans mes os. Ce n'était pas une erreur, ni même une blague cruelle. C'était calculé. C'était destiné à envoyer un message. Indy, s'il te plaît. C'est ton jour de mariage. Sur Weekend. Nous pouvons quoi? Elle m'interrompit, son masque tombant complètement cette fois. Faire semblant que tu as ta place ici? Faire semblant que tu es vraiment la bienvenue? Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Je me raccrochai au dossier de la chaise pliante pour me stabiliser. Damon est-il au courant de cela? Je réussis à demander. Son sourire revint, triomphant maintenant. Damon trouve cela hilarant. Nous aussi. Tu devrais voir ta tête en ce moment. Comme s'il avait été convoqué par son nom, mon fils apparut au coin de la rue, dévastateur dans son smoking noir. Mon cœur s'allégea un instant. Sûrement, il allait arranger cela, dire à sa nouvelle femme que cela était allé trop loin. Maman, est-ce qu'Indy t'a montré ta place? Son sourire était large et sincère. Et pendant une seconde,
J'ai cru qu'il allait me sauver. Plutôt drôle, non? Le monde bascula sur son axe. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé seul après le départ de son père, l'enfant pour lequel j'avais travaillé 2 emplois pour le soutenir pendant ses études, riait de mon humiliation. Damon, dis-je prudemment, tu ne peux pas sérieusement trouver cela approprié. Il haussa les épaules, enroulant son bras autour de la taille d'Indy. Allez, maman. Ne sois pas si sensible. Ce n'est qu'une blague. Tu es toujours si sérieuse. Derrière eux, je pouvais voir d'autres invités du mariage commencer à remarquer notre petit rassemblement. J'entendis des chuchotements, vis des doigts pointés, certains riaient. Mes joues brûlèrent de honte alors que je réalisais le spectacle que je devenais. Tu vois, dit Indy assez fort pour que le public grandissant entende, elle ne peut pas prendre une blague. Pas étonnant que Damon ait voulu se distancier de toute cette négativité. D'autres rires traversèrent la petite foule qui s'était rassemblée. Je me sentis exposée, humiliée d'une manière que je n'avais pas connue depuis que j'étais enfant. Ces personnes, les amis de Damon, la famille d'Indy, des collègues, étaient tous témoins de ma dégradation, et ils trouvaient cela divertissant. Je regardai mon fils une dernière fois, cherchant sur son visage un signe du garçon compatissant que j'avais élevé. Mais il regardait Indy avec une telle adoration, une telle dévotion complète, que je réalisai avec une clarté écrasante que je l'avais déjà perdu. Eh bien, dis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais, je suppose que je devrais vous remercier tous les deux d'avoir rendu vos sentiments si clairs. Je m'assis sur la chaise pliante avec toute la dignité que je pus rassembler. Le métal était froid et inconfortable, et la poubelle à côté de moi sentait feintement la nourriture jetée de l'heure du cocktail, mais je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir partir. Alors que la foule se dispersait, certains riant encore de la belle-mère qui ne pouvait pas prendre une blague, je restais assise là dans ma robe bleu marine et regardais le mariage de mon fils depuis derrière une plante en pot. Chaque rire de la salle de réception principale me transperçait le cœur comme un couteau. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose d'autre commença à grandir aux côtés de la douleur. Une colère déterminée et silencieuse. Et sous cela, un sentiment tenace qui m'avait troublé pendant des mois, quelque chose dans la chronologie de la grossesse d'Indy qui n'avait jamais tout à fait collé. S'il voulait me traiter comme une ordure, peut-être était-il temps que je commence à prêter une attention plus étroite au type de famille dont je étais soi-disant exclue. Assise sur cette chaise pliante pendant 3 heures, écoutant la célébration dont je ne faisais pas vraiment partie, j'eus amplement le temps de réfléchir, et plus je réfléchissais, plus certains souvenirs inconfortables commençaient à refaire surface. C'était exactement il y a 11 mois lorsque Damon avait présenté Indy pour la première fois. Je me souvenais de la date clairement parce que c'était mon anniversaire et j'espérais un dîner tranquille avec mon fils. Au lieu de cela, il était arrivé avec cette jeune femme magnifique qui avait immédiatement commencé à réorganiser la conversation, les places assises, même le repas que j'avais préparé. Damon m'a tellement parlé de toi, avait-elle dit ce soir-là, bien que son sourire n'ait jamais tout à fait atteint ses yeux. J'espère que nous pourrons être proches. En 6 semaines seulement après cette première rencontre, ils étaient fiancés. En 3 mois, elle était enceinte. La chronologie avait semblé remarquablement rapide. Mais Damon était si heureux, si complètement épris que j'avais mis mes préoccupations de côté. L'amour des jeunes, me disais-je. Parfois, ces choses arrivent rapidement. Mais maintenant, en regardant mon fils contempler avec adoration sa nouvelle épouse alors que j'étais assise à côté d'une poubelle, ces doutes refoulés revenaient avec une clarté frappante. Le bébé, le petit Marcus, était né exactement 7 mois après la première rencontre de Damon et Indy. 7 mois? Il l'avait expliqué comme prématuré, bien que Marcus ait été un robuste 3,6 kg, à peine le poids d'un bébé né significativement plus tôt. Lorsque j'avais gentiment questionné cela, Indy était devenue défensive. « Vous suggérez que je mens sur ma propre grossesse ?» avait-elle rétorqué. « Certains bébés se développent plus vite que d'autres. Peut-être que si vous aviez eu plus d'enfants, vous comprendriez mieux ces choses. » Le commentaire m'avait blessé, touchant droit au cœur de mon plus grand regret. J'avais voulu plus d'enfants après Damon, mais son père était parti quand Damon avait 3 ans, et je n'avais jamais trouvé quelqu'un qui valait la peine d'être intégré à notre petit monde prudent. Indy avait un talent pour trouver ses points sensibles et appuyer dessus avec une précision chirurgicale. Depuis mon point de vue inconfortable, j'observais le bébé passer de bras en bras parmi les parents d'Indy. Un bel enfant aux cheveux foncés et aux yeux bruns sérieux qui semblait tout absorber autour de lui. Il avait maintenant 9 mois, commençant tout juste à se tirer vers le haut sur les meubles et à babiller de cette manière délicieuse que font les bébés. Mais ses yeux, ils me dérangeaient.
Non pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec eux, mais parce qu'ils ne ressemblaient en rien aux yeux bleus brillants de Damon, ni aux yeux verts d'Indy, d'ailleurs. En fait, en regardant autour de moi parmi les invités du mariage, je ne pouvais pas repérer quelqu'un avec les yeux bruns distinctifs de Marcus et ses traits anguleux. Je secouai la tête, essayant de chasser de telles pensées. La génétique pouvait être étrange, imprévisible. Les bébés ressemblaient souvent différemment de leurs parents, surtout dans les premiers mois. Je laissais mes sentiments blessés obscurcir mon jugement. Mais alors je me souvenais d'une autre conversation, qui avait eu lieu il y a seulement 3 mois, lorsque j'étais passé à leur appartement sans prévenir. J'avais dû récupérer du courrier qui avait été livré par erreur à mon adresse, et j'espérais voir Marcus, qui semblait grandir et changer chaque semaine. Lorsque j'avais frappé à la porte, j'avais pu entendre Indy au téléphone à l'intérieur, sa voix élevée dans ce qui semblait être une dispute. « Tu dois rester à l'écart, disait-elle. Je te l'ai dit 100 fois. C'est fini. Je suis mariée maintenant et c'est définitif. » Lorsqu'elle avait ouvert la porte, son visage était rouge. Sa composure habituelle était ébranlée. « Rhonda, que fais-tu ici ? » « Je viens juste déposer du courrier, » avais-je dit en levant l'enveloppe. « Tout va bien. Tu as l'air bouleversée. »« Juste un télémarketeur, » avait-elle dit rapidement, mais ses mains tremblaient en prenant l'enveloppe. « Tu sais à quel point ils peuvent être persistants. » J'aurais voulu demander des nouvelles de Marcus, passer quelques minutes avec mon petit-fils, mais Indy m'avait clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. « En fait, ce n'est pas un bon moment, » avait-elle dit, déjà en train de fermer la porte. Marcus fait la sieste et j'ai quelques appels importants à passer. En repensant à cela maintenant, cette conversation téléphonique ne ressemblait en rien à un télémarketeur. Cela ressemblait à quelque chose de personnel, d'intime, même, malgré le ton en colère, comme quelqu'un qui aurait une relation avec Indy avant ou pendant sa relation avec Damon. Un autre souvenir me revint, celui-ci juste après la naissance de Marcus. J'étais à l'hôpital, tenant mon supposé petit-fils pour la première fois, et une infirmière avait fait un commentaire en passant. « Il a des traits si distinctifs pour un nouveau-né, » avait-elle dit. D'habitude, il faut quelques mois pour que leur vraie personnalité se montre sur leur visage, mais ce petit gars sait exactement qui il est. Sur le moment, j'avais pris cela comme un compliment. Maintenant, je me demandais si elle avait essayé de me dire autre chose entièrement. La réception touchait à sa fin maintenant. Le gâteau avait été coupé. Le bouquet lancé. La première danse terminée. Damon avait l'air plus heureux que je ne l'avais jamais vu, faisant tourner Indy sur la piste de danse tandis que leurs invités applaudissaient et encourageaient. Il semblait vraiment être amoureux, du moins de son côté. Mais l'amour peut rendre les gens aveugles. J'avais appris cette leçon à la dure avec le père de Damon, qui avait été charmant et attentionné jusqu'au jour où il avait vidé notre compte bancaire et disparu avec sa secrétaire. Alors que je me levais enfin pour partir, mes jambes raides après être restée assise si longtemps sur cette horrible chaise, je pris une décision. Si Indy voulait me traiter comme une ordure, si elle voulait convaincre mon fils que je n'étais rien de plus qu'un fardeau indésirable, alors peut-être était-il temps que je commence à agir comme quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Je marchai vers l'endroit où Marcus dormait paisiblement dans son porte-bébé, entouré de cadeaux et de fleurs. Ses petits traits étaient détendus dans son sommeil, mais même inconscient, ses yeux bruns distinctifs et cette mâchoire anguleuse semblaient raconter une histoire qui n'avait rien à voir avec mon fils aux yeux bleus et au visage rond. « Un beau bébé », murmurai-je assez fort pour qu'Indy m'entende depuis l'autre bout de la pièce où elle recevait des félicitations. « Il va être un vrai briseur de cœur quand il grandira. » La tête d'Indy se tourna brusquement vers moi. Ses yeux se rétrécirent. Pendant un instant, je vis la peur traverser son visage avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. Intéressant. Je me penchai et touchai doucement la petite main de Marcus. Un enfant si doux et innocent, pris dans quelques toiles de mensonges que les adultes autour de lui avaient tissées. Il méritait mieux que cela. Plus important encore, Damon aussi. Alors que je marchais vers la sortie, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que mon humiliation avait été résolue. Je quittais toujours un mariage où j'avais été traitée comme une ordure, mais parce que j'avais enfin un but, une direction pour toute la colère et la douleur qui s'étaient accumulées en moi. J'allais découvrir la vérité sur Marcus. Pas pour me venger, bien que je ne puisse nier que l'idée d'effacer ce sourire suffisant du visage d'Indy avait un certain attrait. J'allais le faire parce que mon fils méritait de savoir qui il avait vraiment épousé et quel genre de famille il essayait de construire. Si j'avais raison dans mes soupçons, ce beau mariage s'avérait être construit sur un fondement de mensonges.
Et si j'avais tort, au moins je le saurais avec certitude. Et peut-être pourrais-je trouver un moyen de faire la paix avec la famille qui ne semblait plus me vouloir. Dans les deux cas, il était temps d'arrêter d'être la femme qui s'asseyait tranquillement à côté de la poubelle et de commencer à être la mère qui protégeait son enfant, même quand il ne voulait pas être protégé. 3 jours après le mariage, j'étais assise dans ma petite cuisine, fixant les pages jaunes, mes mains tremblant légèrement alors que je feuilletais la section marquée détective privé. L'idée me semblait si étrangère, si dramatique que j'ai failli fermer le livre plusieurs fois. Mais chaque fois que j'hésitais, je me souvenais de cette chaise pliante, de cette poubelle, et de la façon dont mon propre fils avait ri de mon humiliation. Le premier détective que j'ai appelé semblait se spécialiser dans les conjoints infidèles et la fraude à l'assurance. Le second a raccroché quand j'ai mentionné vouloir enquêter sur ma belle-fille. Ce n'est qu'en atteignant Margaret Chen, une ancienne détective de police qui dirigeait maintenant sa propre petite agence, que j'ai trouvé quelqu'un qui comprenait. Les situations familiales sont délicates, a-t-elle dit lors de notre consultation téléphonique. Mais s'il y a des questions sur la paternité, surtout quand des enfants sont impliqués, ces réponses méritent d'être trouvées. Pouvez-vous me rencontrer demain? Le bureau de Margaret se trouvait dans un modeste centre commercial entre un pressing et un service de préparation fiscale. C'était une femme petite et efficace dans la cinquantaine, avec des yeux gentils et des cheveux grisonnants tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Elle écouta sans jugement alors que j'exposais mes soupçons, prenant des notes d'une écriture soignée et précise. La chronologie est certainement questionnable, convint-elle après que j'eus exposé tout ce dont je me souvenais. 7 mois de la rencontre à la naissance, prétendant à une prématurité, mais avec un poids à terme, et vous avez dit que le bébé ne ressemble à aucun des parents supposés. Pas du tout. Mais je sais que la génétique peut être imprévisible. Je pourrais me tromper complètement à ce sujet. Margaret sourit gentiment. C'est à cela que servent les tests ADN. Mais je veux que vous compreniez de quoi nous parlons ici. Si vos soupçons sont corrects, le prouver détruira le mariage de votre fils et possiblement sa relation avec vous de manière permanente. Êtes-vous préparé à cette possibilité? Je pensais au visage de Damon lors du mariage. À la façon dont il m'avait regardé avec un tel mépris détaché. Notre relation est déjà détruite. Au moins de cette façon, s'il s'avère que j'ai raison, il connaîtra la vérité. Et si j'ai tort, alors je saurai que j'ai tort et peut-être que je trouverai un moyen de faire la paix avec la réalité. Margaret hocha la tête. Juste. Pour un test ADN de base, j'aurai besoin d'échantillons de l'enfant et de votre fils pour comparaison. L'échantillon de l'enfant est généralement plus facile à obtenir. Une tétine, un biberon, tout ce qu'il a mis dans sa bouche récemment. L'échantillon de votre fils pourrait être plus difficile à obtenir. Mon cœur sombra. Je vois à peine Marcus de nos jours. Indy s'en assure. Et Damon. Je m'interrompis, réalisant à quel point j'avais été exclu de leur vie. Laissez-moi faire quelques investigations préliminaires d'abord, suggéra Margaret. Enquêter sur le passé d'Indy. Voir ce que je peux trouver sur sa vie avant qu'elle ne rencontre votre fils. Parfois, la vérité se révèle de manière inattendue. Au cours de la semaine suivante, je me retrouvais dans un étrange état d'animation suspendu. Je suivais mes routines quotidiennes. Le travail à la bibliothèque où j'étais employée depuis 12 ans, les courses, les promenades du soir dans mon quartier. Mais mon esprit était constamment ailleurs, me demandant ce que Margaret pouvait bien découvrir. L'appel est arrivé un jeudi soir alors que je réchauffais de la soupe restante pour le dîner. Rhonda, c'est Margaret. J'ai trouvé des informations intéressantes sur le passé d'Indy. Pouvez-vous venir demain après-midi? Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, mon imagination s'emballant avec les possibilités. Lorsque je suis arrivée au bureau de Margaret le lendemain, elle avait un dossier manille épais rempli de papiers étalés sur son bureau. Indy n'a pas été tout à fait honnête sur son passé, commença Margaret sans préambule. Elle a dit à votre fils qu'elle avait vécu à Portland avant de déménager ici, travaillant comme coordinatrice marketing pour une petite entreprise qui a fait faillite. Cette partie est vraie, mais incomplète. Elle fit glisser une photographie à travers le bureau. Elle montrait Indy à ce qui semblait être un rassemblement en plein air décontracté, souriante et riante avec un groupe de personnes. Sur la photo, son bras était enroulé autour d'un homme grand aux cheveux foncés, avec des yeux bruns sérieux et des traits anguleux qui me firent frémir de reconnaissance. Il s'appelle Connor Walsh, continua Margaret. Ils sont sortis ensemble pendant près de 2 ans à Portland. Selon plusieurs amis communs avec qui j'ai parlé, la relation était sérieuse.
Ils ont vécu ensemble pendant les 8 derniers mois avant qu'elle ne quitte soudainement la ville. Je pris la photographie avec des mains tremblantes. La ressemblance entre Connor et le petit Marcus était indéniable. Les mêmes yeux sombres, la même mâchoire distinctive, même le même sourire légèrement tordu. « Quand a-t-elle quitté Portland ?» demandai-je, bien que je craignais déjà la réponse. « Approximativement 6 semaines avant qu'elle ne rencontre votre fils. Selon son ancien propriétaire, elle a rompu son bail de manière inattendue et est partie sans laisser d'adresse de réexpédition, prétendant avoir une opportunité d'emploi qu'elle ne pouvait pas laisser passer. » La chronologie était dévastatrice. Si Indy avait vécu avec Connor jusqu'à 6 semaines avant de rencontrer Damon, et si Marcus était né 7 mois plus tard? Il y a plus, dit doucement Margaret. J'ai parlé avec Connor. Il essaie de localiser Indy depuis presque 2 ans. Il croit qu'elle était enceinte lorsqu'elle a quitté Portland. Ma soupe de la veille menaçait de remonter. Il sait pour Marcus. Pas spécifiquement, mais il sait qu'elle était enceinte de son enfant lorsqu'elle a disparu. Il la recherche depuis. Je fixai la photographie. Cet inconnu qui pourrait être le vrai père de mon petit-fils. Il avait l'air d'un homme bien, quelqu'un qui avait cherché son enfant pendant 2 ans alors que cet enfant était élevé par mon fils comme le sien. Quel genre de personne fait ça? Murmurai-je. L'expression de Margaret était compatissante mais ferme. Quelqu'un qui est très doué pour se réinventer lorsque les circonstances deviennent gênantes. Ce Connor semble avoir un bon travail, une vie stable. Mais apparemment, Indy a décidé qu'elle pouvait faire mieux. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté horrible. Indy avait quitté Portland enceinte de l'enfant de Connor, trouvé mon fils confiant et prospère, et convaincu ce dernier que le bébé était le sien. Elle s'était trouvée une meilleure situation et était prête à mentir à tout le monde, y compris à un bébé innocent, pour la sécuriser. Je dois obtenir cet échantillon d'ADN, dis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des semaines. Êtes-vous sûr? Une fois que nous aurons la preuve, il n'y aura plus de retour en arrière. Je pensais à Marcus, innocent et confiant, croyant que Damon était son père. Je pensais à Damon versant tout son amour à un enfant qui n'était pas le sien tandis qu'un inconnu à Portland pleurait un fils qu'il n'avait jamais connu. Et je pensais à moi, assise à côté de cette poubelle tandis qu'Indy riait de la famille qu'elle détruisait avec ses mensonges. Je suis sûre. Margaret hocha la tête. Alors nous devons être très prudents sur la manière dont nous procédons. Si Indy soupçonne ce que nous faisons, elle pourrait disparaître à nouveau, emmenant Marcus avec elle. Elle l'a déjà fait auparavant. Cet après-midi-là, je passais devant le complexe d'appartements de Damon et Indy, essayant de trouver le courage de frapper à leur porte. J'avais apporté un petit cadeau pour Marcus, un éléphant en peluche que j'avais acheté à la pharmacie, espérant que cela me donnerait quelques minutes seule avec lui. Mais alors que j'étais assise dans ma voiture à regarder leur bâtiment, je réalisais que j'avais peur. Non pas de l'hostilité d'Indy, à laquelle je m'étais habituée, mais de ce que je pourrais découvrir. Et si le test ADN confirmait mes soupçons? Et s'il ne les confirmait pas? Dans les 2 cas, après aujourd'hui, plus rien ne serait jamais comme avant. J'étais toujours assise là, paralysée par l'indécision, quand Indy sortit du bâtiment, poussant Marcus dans sa poussette. Elle était habillée de manière décontractée, en pantalon de yoga et débardeur, ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné, ayant l'air de n'importe quelle autre jeune mère partie pour une promenade de l'après-midi. Mais je savais mieux maintenant. Je savais pour Connor Walsh à Portland et le mensonge élaboré qu'elle avait construit autour de ma famille. Alors que je la regardais s'arrêter pour discuter avec un voisin, riant et gesticulant de manière animée tandis que Marcus babillait joyeusement dans sa poussette, je sentis une colère froide s'installer dans mes os. Elle était douée pour cela, je m'en rendis compte, douée pour faire semblant, douée pour faire croire aux gens n'importe quelle version de la réalité qui servait ses intérêts. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé la femme qu'elle avait essayé de jeter comme une ordure. Je démarrai ma voiture et rentrai chez moi, mon esprit déjà en train d'élaborer un plan. Margaret avait raison. Nous devions être prudentes. Mais prudente ne signifiait pas passive. Il était temps d'arrêter d'être la victime dans l'histoire d'Indy et de commencer à être l'auteur de la mienne. L'opportunité se présenta plus tôt que je ne l'avais prévu. Le dimanche après-midi, Damon m'appela avec une invitation qui me surprit tellement que je faillis ne pas la croire. « Maman, aimerais-tu venir dîner ce soir? Indy a pensé que ce serait bien d'avoir un repas en famille ensemble. » Je serrai le téléphone plus fort, immédiatement suspicieuse.
Après l'humiliation du mariage, l'idée qu'Indy veuille soudainement ma compagnie semblait impossible. Es-tu sûr que c'est ce qu'elle veut? Bien sûr, nous en avons parlé et nous nous sentons tous les deux mal à propos de ce qui s'est passé au mariage. Toute cette histoire de siège. C'était censé être drôle, mais peut-être que c'est allé trop loin. Peut-être que c'est allé trop loin. Non. C'était cruel et humiliant, juste peut-être trop loin. Mais j'avalais ma fierté. C'était peut-être ma seule chance d'obtenir l'échantillon d'ADN dont Margaret avait besoin. C'est très attentionné. À quelle heure devrais-je venir? 18 heures. Et maman, pourrais-tu peut-être apporter quelques-uns de ces petits pains que tu faisais avant? Ceux avec les herbes. C'était une demande si normale, si réminiscente du fils que j'avais élevé, que pendant un moment, j'oubliais presque les tests ADN et Connor Walsh et toutes les tromperies compliquées qui nous avaient amenés à ce point. Bien sûr, chérie, je les ferai frais cet après-midi. Je passais les heures suivantes dans ma cuisine à pétrir la pâte et à essayer de calmer mes nerfs. Les petits pains étaient les préférés de Damon, quelque chose que j'avais fait pour chaque occasion spéciale tout au long de son enfance. Ils nécessitaient de la patience, plusieurs levées, un minutage précis, mais ils avaient toujours été ma façon de montrer mon amour quand les mots semblaient inadéquats. En façonnant la pâte en ronde parfaite, je pensais à ce que Margaret m'avait dit de chercher. N'importe quel objet que le bébé a mis dans sa bouche récemment, une tétine, un jouet, même une cuillère s'il mange des aliments solides. Il suffit de le glisser dans un sac en plastique quand personne ne regarde. Cela semblait si simple, si clinique, mais la réalité de tromper ma propre famille, même une famille qui m'avait trompé en premier, me retournait l'estomac de culpabilité. À 18 heures précisément, je me tenais devant la porte de l'appartement de Damon, tenant un panier de petits pains chauds et essayant de projeter l'image de la belle-mère reconnaissante, heureuse d'être incluse. Lorsqu'Indy ouvrit la porte, son sourire semblait assez sincère, bien que je remarquais qu'il n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Rhonda, entre. Entre. Quelque chose sent délicieusement bon. » L'appartement était impeccable comme toujours, décoré dans des tons de blanc et de gris qui avaient l'air chers mais donnaient une impression de froid. Marcus était dans sa chaise haute dans la cuisine, tapant une cuillère en plastique bleu contre le plateau tandis qu'Indy terminait la préparation de ce qui semblait être un repas élaboré. « Puis-je aider à quelque chose ?» demandai-je en posant mon panier sur le comptoir. « Occupe simplement Marcus pendant que je prépare tout. Il a été grognon tout l'après-midi. » J'approchai mon supposé petit-fils avec précaution, toujours étonné de voir à quel point il ne ressemblait ni à Damon ni à Indy. De près, la ressemblance avec Connor Walsh était encore plus prononcée. Marcus leva les yeux vers moi avec ses yeux bruns sérieux et me fit un sourire baveux qui me brisa le cœur. « Salut, mon chéri », dis-je doucement en tendant la main pour toucher sa petite main. Il attrapa immédiatement mon doigt, sa prise étonnamment forte pour un bébé de 9 mois. « Il t'aime bien », dit Damon en apparaissant dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Regarde ce sourire. » Pendant un instant, en regardant mon fils rayonner de ce qu'il croyait être l'affection de son enfant pour sa grand-mère, je faillis perdre courage. Comment pouvais-je détruire cette belle illusion? Même si elle était construite sur des mensonges, Damon était sincèrement heureux. Marcus était aimé et choyé. La vérité valait-elle la peine de tout briser? Mais ensuite, je me souvenais de Connor Walsh, quelque part à Portland, ne sachant pas si son enfant était vivant ou mort. Je pensais à Damon construisant sa vie autour d'un mensonge qui pouvait exploser à tout moment. Et je pensais à moi-même, traité comme une ordure parce que j'étais la seule menace pour la fiction soigneusement construite d'Indy. La vérité comptait. Elle comptait toujours. Le dîner fut étonnamment agréable. Indy semblait faire un effort sincère pour m'inclure dans la conversation, me demandant des nouvelles de mon travail à la bibliothèque et même complimentant mes petits pains. Damon était détendu et heureux, racontant des histoires sur leur lune de miel et faisant des projets pour la fête du premier anniversaire de Marcus. « Nous pensons l'organiser au parc », dit Indy en mettant de la purée de carottes dans la bouche de Marcus. « Un thème pique-nique, peut-être, en famille. » « Cela semble charmant, répondis-je, regardant Marcus attraper la cuillère et la mettre immédiatement dans sa bouche, la couvrant de carottes et de salive. « Parfait. Puis-je vous aider à le nourrir? Cela fait si longtemps que je n'ai pas passé de temps avec un bébé. » Indy hésita un instant, puis me tendit la cuillère. « Bien sûr. Il commence à bien manger. Parfois, il veut le faire lui-même. » Pendant les 10 minutes suivantes, je nourris Marcus tout en discutant avec Damon du travail et des projets du week-end. Le bébé était délicieusement désordonné,
mettant de la nourriture partout, y compris sur la cuillère. Quand il perdit finalement tout intérêt et commença à repousser la nourriture, je me levai pour rincer la cuillère dans l'évier. Je m'en occupe, dit Indy en tendant la main vers elle. Ce n'est pas la peine. Je m'en occupe, répondis-je, me tournant déjà vers l'évier. D'un mouvement fluide, je rinçai la cuillère et la glissai dans le sac en plastique que j'avais caché dans mon sac à main, la remplaçant par une cuillère propre de l'égouttoir. Tout l'échange dura moins de 30 secondes. Le reste de la soirée passa dans un flou de normalité forcée. Nous avons regardé des photos de la lune de miel, discuté des plans pour les vacances, et j'ai tenu Marcus pendant qu'il somnolait contre mon épaule. Tout au long de cela, je sentais le poids de ce sac en plastique dans mon sac à main contenant ce qui pourrait être la clé pour tout détruire. Lorsque je partis enfin, Indy m'accompagna à la porte pendant que Damon nettoyait la cuisine. « Merci d'être venu ce soir, dit-elle. Et pendant un moment, sa voix sembla presque sincère. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais nous sommes une famille maintenant, et je veux que Marcus ait une relation avec sa grand-mère. Sa grand-mère. Les mots me frappèrent comme un coup physique, mais je parvins à garder mon expression neutre. Je veux cela aussi. Elle étudia mon visage pendant un long moment, et je craignis qu'elle ne puisse d'une manière ou d'une autre voir à travers moi. Qu'elle ne puisse sentir la tromperie que je portais. Mais ensuite, elle sourit à nouveau et me donna une étreinte maladroite. Conduis prudemment. Et merci encore pour les petits pains. Damon en parle depuis des semaines. Le lendemain matin, je rencontrai Margaret dans un laboratoire de l'autre côté de la ville. La technicienne, une femme enjouée nommée Lisa, expliqua le processus pendant que j'essayais de ne pas penser à ce que je faisais. Nous allons comparer l'ADN de cet échantillon avec un échantillon de l'allège de père, dit-elle en étiquetant soigneusement le sac contenant la cuillère de Marcus. Les résultats prennent généralement de 3 à 5 jours ouvrables. Et que nous diront exactement ces résultats, demandai-je. S'il y a une relation biologique, nous le saurons avec une précision de 99,9%. S'il n'y en a pas, nous le saurons aussi. 3 à 5 jours ouvrables. Cela semblait à la fois une éternité et pas de temps du tout. Margaret dut voir l'incertitude sur mon visage. Avez-vous des doutes? Je pensais au sourire de Marcus, au bonheur de Damon, à la façon dont Indy m'avait serré dans ses bras en disant au revoir. Puis je pensais à Connor Walsh, toujours à la recherche de son enfant après 2 ans. Non, dis-je fermement. J'ai besoin de savoir. L'attente fut atroce. Chaque jour semblait durer une semaine. Chaque appel téléphonique faisait battre mon cœur, pensant que ce pouvaient être les résultats. Je suivais les mouvements de ma routine normale, mais mon esprit était constamment ailleurs, imaginant différents scénarios, différents résultats. Enfin, vendredi après-midi, Margaret m'appela. « Rhonda, les résultats sont là. Pouvez-vous venir à mon bureau ?» Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine conduire. Lorsque j'entrai dans le bureau de Margaret, elle était assise derrière son bureau avec une enveloppe manille devant elle, son expression grave. « Avant de vous montrer cela, dit-elle, je veux que vous sachiez que quoi que disent ces résultats, vous avez fait la bonne chose en cherchant la vérité. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille de papier. Le test ADN montre qu'il n'y a aucune relation biologique entre le bébé et votre fils. Marcus n'est pas l'enfant de Damon. Même si je m'y attendais, même si j'en étais presque certaine, entendre les mots prononcés à voix haute fut comme recevoir un coup de massue. Je m'affalai sur la chaise en face du bureau de Margaret, mes jambes soudain trop faibles pour me soutenir. « Êtes-vous absolument certaine ? » 99,9% certaine. Le laboratoire a effectué le test 2 fois pour en être sûr. La voix de Margaret était douce mais ferme. « Je suis désolée, Rhonda. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais c'était la chose étrange. Une partie de moi était soulagée. Pas heureuse, certainement pas vindicative, mais soulagée de enfin connaître la vérité. Pendant des mois, j'avais eu l'impression de devenir folle, de voir des choses qui n'avaient pas de sens, d'entendre dire que mes perceptions étaient fausses. Que se passe-t-il maintenant ? Demandai-je. C'est à vous de décider. Vous pourriez affronter Indy en privé, lui donner une chance de se confesser à votre fils elle-même. Vous pourriez dire directement à Damon, ou... Elle s'interrompit, étudiant mon visage. Étant donné la façon dont ils vous ont traité, vous pourriez choisir de révéler cette information publiquement à un moment et un lieu de votre choix. Je pensais à cette chaise pliante, à cette poubelle, au rire des invités du mariage qui trouvaient mon humiliation divertissante.
Je pensais à Connor Walsh, qui avait le droit de connaître son enfant. Et je pensais à Damon vivant un mensonge qui était destiné à exploser éventuellement. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, dis-je. Mais même en disant cela, je commençais déjà à former un plan. Indy avait choisi le moment et le lieu de mon humiliation. Peut-être était-il temps que je lui rende l'appareil. La vérité avait été révélée. Maintenant, je devais décider quoi en faire. Pendant 2 semaines après avoir reçu les résultats de l'ADN, j'ai porté la vérité comme une pierre dans ma poitrine. Chaque interaction avec Damon semblait être une performance. Chaque sourire forcé, chaque question anodine sur Marcus chargée de connaissances secrètes qui menaçaient de déborder à tout moment. L'opportunité que j'attendais est venue sous la forme d'une autre invitation. Celle-ci encore plus surprenante que le dîner. Indy m'a appelé elle-même un jeudi soir, sa voix joyeuse et enjouée. « Rhonda, j'ai une idée merveilleuse. Que penses-tu d'organiser une petite célébration pour les premiers pas de Marcus? Il est si proche de marcher tout seul, et j'ai pensé que ce serait bien que les 2 familles soient réunies quand cela arrivera. » Ma prise sur le téléphone se resserra, immédiatement suspicieuse. Après l'humiliation du mariage, l'idée qu'Indy veuille soudainement ma compagnie semblait impossible. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? » Bien sûr, mes parents descendent de Seattle ce week-end et ma sœur vient aussi. J'ai pensé que ce serait le moment parfait pour que tout le monde se rencontre. Un vrai rassemblement familial. L'ironie était presque trop difficile à supporter. Indy voulait parader sa petite famille parfaite devant ses parents avec moi dans le rôle de la grand-mère reconnaissante. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de me donner la scène parfaite pour la performance de ma vie. Cela semble charmant, réussis-je à dire. Que puis-je apporter? Juste toi-même. Oh, et peut-être quelques-uns de ces petits pas encore. Mes parents les ont absolument adorés quand je leur ai parlé du dîner l'autre soir. Le samedi après-midi arriva gris et brumeux, correspondant à mon humeur alors que je conduisais vers le complexe d'appartements de Damon. Dans mon sac à main, soigneusement glissé dans une enveloppe manille, se trouvaient des copies des résultats du test ADN et du rapport d'enquête de Margaret, y compris la photographie de Connor Walsh. J'avais également imprimé les informations de contact que Margaret avait trouvées pour Connor, bien que je ne sois pas encore sûre d'en avoir besoin. L'appartement était déjà bondé à mon arrivée. Les parents d'Indy, Richard et Patricia Moore, étaient un couple élégant dans la soixantaine qui avait clairement de l'argent et ne se gênait pas pour le montrer. Patricia portait un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel de course, et la montre de Richard attrapait la lumière à chaque fois qu'il gesticulait. La sœur d'Indy, Mélodie, était une version plus jeune de la mariée, blonde, belle et extrêmement confiante. Elle tenait actuellement Marcus, lui faisant des câlins tandis qu'il babillait et essayait d'attraper ses boucles d'oreilles pendantes. « Vous devez être Rhonda, » dit Patricia en s'approchant de moi avec un sourire poli mais mesuré. « Nous avons tellement entendu parler de vous. » Je me demandais exactement ce qu'ils avaient entendu, étant donné qu'Indy m'avait fait asseoir à côté d'une poubelle lors du mariage. « C'est merveilleux de vous rencontrer tous. Merci de m'inclure dans cette célébration. » « Bien sûr, » dit Richard, bien que sa poignée de main fût brève et formelle. « La famille, c'est la famille. » Si seulement il savait à quel point cette déclaration était sur le point de devenir ironique. Pendant la première heure, je jouais mon rôle à la perfection. J'admirais les histoires de Patricia sur leur récente croisière, je ris aux blagues de Richard sur la retraite, et j'écoutais les plaintes de Mélodie sur son travail en marketing. Tout ce temps, je gardais un œil sur Marcus, qui était effectivement très proche de faire ses premiers pas indépendants. Il se tirait vers le haut sur les meubles et faisait des pas hésitants en s'accrochant, son visage brillant de détermination. Damon était dans son élément, le père fier documentant chaque moment avec son téléphone, encourageant le bébé qui croyait être son fils. Le voir ainsi me brisait le cœur. Mais je mis de côté cette émotion. Cela devait être fait. Devrions-nous nous déplacer vers le salon? Suggéra Indy alors que nous finissions de déjeuner. Plus d'espace pour que Marcus puisse s'entraîner à marcher. Nous nous rassemblâmes tous dans le salon spacieux, assis en cercle sur le sol tandis que Marcus se tenait de manière instable au centre, s'accrochant à la table basse. L'atmosphère était chaude et pleine d'attente, tout le monde attendant ce moment magique où il lâcherait prise et ferait ses premiers pas en solo. « Allez, mon grand » appela Damon, assis à environ 1,80 mètres de là, les bras tendus. « Viens vers papa. » Le mot papa me frappa comme un coup physique, mais je me forçai à rester calme. Marcus regarda tous les visages encourageants autour de lui,
semblant sentir que quelque chose d'important se passait. Il lâcha la table basse et se balança un moment, puis fit un pas prudent, puis un autre. Il le fait, gloussa Mélodie. Tout le monde applaudissait et encourageait Marcus alors qu'il faisait 5 pas chancelants avant de s'asseoir brusquement sur ses fesses, l'air surpris mais ravi de lui-même. Damon le ramassa, le faisant tourner tandis que le bébé gloussait. Les premiers pas de Marcus, dit Indy, les larmes aux yeux. J'aimerais pouvoir capturer ce moment pour toujours. En fait, dis-je en me levant lentement, je pense que c'est le moment parfait pour partager quelque chose que je voulais discuter avec toute la famille. La pièce se tut. Tous les regards se tournèrent vers moi. Le sourire d'Indy vacilla légèrement, sentant peut-être quelque chose dans mon ton. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda Damon, tenant toujours Marcus. Je sortis l'enveloppe manille de mon sac, mes mains plus stables que je ne l'aurais cru. J'ai récemment appris des informations que je pense que tout le monde doit connaître, surtout toi, Damon. Le visage d'Indy devint pâle. « Rhonda, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis la vérité, dis-je simplement. Quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des semaines. J'ouvris l'enveloppe et en sortis les résultats du test ADN, les tenant en l'air pour que tout le monde puisse voir l'entête officielle du laboratoire. Il y a 2 semaines, j'ai fait faire un test ADN sur Marcus. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le visage de Damon passa par une série d'expressions, confusion, incrédulité, puis quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. « Maman, pourquoi ferais-tu ça ? Commença-t-il. Parce que je soupçonnais ce que ces résultats ont maintenant confirmé. Je l'interrompis. Marcus n'est pas ton fils biologique. L'explosion de voix fut immédiate. Patricia poussa un cri audible. Richard murmura quelque chose dans sa barbe, et la bouche de Mélodie s'ouvrit de stupéfaction. Mais c'était la réaction d'Indy sur laquelle je me concentrais. La façon dont son visage se décomposa, puis se durcit, puis se décomposa à nouveau alors qu'elle réalisait que son monde soigneusement construit s'effondrait. « C'est impossible, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Comment oses-tu ? Le test montre une absence totale de relation biologique entre Damon et Marcus. » Je continuai, ma voix dominant le chaos, ce qui m'a amené à faire des recherches supplémentaires. Je sortis la photographie de Connor Walsh et la tendis à Damon. Son visage devint blanc alors qu'il fixait l'image, puis regardait Marcus, puis revenait à la photographie. « Qui est-ce » murmura-t-il. « Il s'appelle Connor Walsh. C'est un ingénieur logiciel de Portland qui recherche Indy et son fils depuis les 2 dernières années. » Indy retrouva enfin sa voix, et quand elle parla, ce fut avec la fureur de quelqu'un qui était acculé. « Tu n'avais aucun droit. Comment oses-tu espionner ma famille, t'immiscer dans mon mariage ? Ton mariage ? » Je ris, et il n'y avait aucun humour dans ce rire. Ton mariage qui est basé sur un mensonge ? Ta famille que tu as construite en trompant mon fils sur la paternité d'un enfant qui n'est pas le sien ? Arrête ça, dit doucement Damon, toujours en regardant la photographie. Tout le monde, arrêtez. La pièce se tut à nouveau. Marcus, sentant la tension, commença à s'agiter dans les bras de Damon. Mon fils regarda le bébé, le regarda vraiment, et je vis le moment où tout s'emboîta. Les yeux bruns, les traits anguleux, l'absence totale de ressemblance avec qui que ce soit dans notre famille. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il à Indy, sa voix à peine audible. Indy ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. « Damon, je peux expliquer. Depuis combien de temps » Il s'effondra alors, toute sa défiance disparaissant d'un coup. « Depuis avant de te rencontrer, murmura-t-elle. J'étais enceinte quand j'ai quitté Portland. Connor, il voulait se marier, mais je ne me voyais pas coincée dans cette vie pour toujours. Quand je t'ai rencontré, tu étais si réussi, si gentil, et quand tu es tombé amoureux de moi, tu m'as laissé croire que le bébé était le tien. » La voix de Damon était creuse, sans émotion. « Tu étais si heureuse à ce sujet. » Indy dit désespérément. « Tu parlais de la façon dont tu avais toujours voulu être père. Comment Marcus était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Je ne pouvais pas te l'enlever, alors tu m'as menti. Pendant plus d'1 an, tu m'as laissé croire. » Il s'arrêta, regardant Marcus, qui tendait ses petites mains vers son visage. « Est-ce qu'il sait, Connor ? Est-ce qu'il sait qu'il a un fils ? » Il soupçonnait, dis-je quand Indy ne répondit pas. « Mon enquêteur a parlé avec lui. Il vous cherche tous les 2. » La pièce explosa à nouveau, mais cette fois, c'était le chaos dans la famille d'Indy. Patricia exigeait des explications.
Richard posait des questions pointues sur les implications légales, et Mélodie regardait sa sœur comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. À travers tout cela, Damon resta assis tranquillement, tenant Marcus et traitant la destruction de tout ce qu'il avait cru sur sa vie. Enfin, il leva les yeux vers moi. « Tu aurais pu me le dire en privé, » dit-il. « Pourquoi as-tu fait ça comme ça ?» Je pensais à cette chaise pliante, à cette poubelle, à toutes les fois où Indy m'avait fait sentir petite et indésirable. Mais quand je répondis, je gardai ma voix calme et sincère parce qu'elle a déjà fait ça avant. Damon. Elle est très douée pour manipuler les situations à son avantage, pour faire croire aux gens ce qui sert ses intérêts. Je voulais des témoins. Je voulais qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui a été dit et ce qui a été prouvé. Il hocha lentement la tête, puis se leva et me tendit Marcus. J'ai besoin de prendre l'air. Alors que Damon sortait sur le balcon, Indy se tourna vers moi, son beau visage tordu de rage et de désespoir. Tu as tout détruit, siffla-t-elle. Es-tu heureuse maintenant? Tu as ruiné mon mariage, ma famille. Non, dis-je fermement, installant Marcus contre mon épaule alors qu'il commençait à pleurer. Tu l'as détruit au moment où tu as décidé de le construire sur des mensonges. J'ai simplement révélé la vérité. En regardant autour de la pièce les visages choqués de la famille d'Indy, le chaos et la confusion que ma révélation avait créé, je ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de triomphe ou de satisfaction, mais une profonde tristesse pour toute la douleur qui aurait pu être évitée si une personne avait simplement choisi l'honnêteté plutôt que la commodité. Mais avec la tristesse venait autre chose. Un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La vérité était sortie maintenant. Quoi qu'il arrive ensuite, nous pourrions au moins le construire sur une base de réalité plutôt que de mensonges. 3 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine en train de faire des petits pains. Non pas parce que quelqu'un me les avait demandés, mais parce que le rituel familier de pétrir la pâte était devenu ma méditation. Ma façon de traiter tout ce qui avait changé depuis cet après-midi de samedi où la vérité avait finalement éclaté. Les conséquences immédiates avaient été aussi chaotiques que je l'avais prévu. Les parents d'Indy étaient partis ce soir-là, Patricia à peine adressant la parole à sa fille alors qu'elle faisait leur valise. Mélodie était restée plus longtemps, essayant de convaincre Indy de réparer les choses d'une manière ou d'une autre, mais même elle semblait ébranlée par l'ampleur de la tromperie de sa sœur. Damon avait demandé l'annulation du mariage dans la semaine, invoquant la fraude. Le processus juridique avait été étonnamment simple lorsqu'on avait des preuves ADN et une documentation de la tromperie délibérée concernant la paternité. Indy avait d'abord combattu la décision, mais son avocat lui avait apparemment expliqué la futilité de sa position. La partie la plus difficile, comme je l'avais su, avait été de regarder Damon dire au revoir à Marcus. Malgré tout, malgré le fait de connaître la vérité, il avait passé plus d'1 an à croire qu'il était le père de cet enfant. L'amour ne disparaît pas simplement parce que la biologie prouve qu'il était mal placé. Je continue de penser que je devrais le haïr, m'avait dit Damon lors de l'un de nos dîners hebdomadaires, une nouvelle tradition que nous avions établie dans le sillage du chaos. Il est la preuve vivante de la façon dont j'ai été complètement trompée. Mais quand je le regarde, tu vois un bébé innocent qui n'a pas choisi tout cela. J'avais terminé pour lui. Exactement. Connor Walsh était arrivé de Portland dans les 2 semaines suivant ma révélation. Je m'attendais à ne pas l'aimer, cet inconnu qui avait compliqué nos vies simplement en existant. Mais il s'était avéré être exactement ce que l'enquête de Margaret avait suggéré. Un homme décent qui cherchait son enfant et la femme qu'il avait aimée. La rencontre entre Connor et Damon avait été gênante mais respectueuse. 2 hommes qui avaient été des victimes involontaires de la même tromperie, essayant de trouver comment naviguer dans une situation impossible avec dignité. J'ai besoin que tu saches, avait dit Connor lors de cette première rencontre. Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand elle est partie. Si je l'avais su, j'aurais retourné ciel et terre pour la trouver. Damon avait hoché la tête. Quels sont tes projets maintenant? Je veux faire partie de la vie de mon fils. Je veux le soutenir financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. Mais je comprends aussi que tu as été son père pendant l'année écoulée. Je ne veux pas simplement l'arracher à tout ce qu'il connaît. C'était plus de considération qu'Indy n'en avait jamais montré à quiconque. L'arrangement de garde qu'ils avaient finalement conclu était compliqué, mais équitable. Connor aurait la garde principale, déménageant dans notre ville pour être plus proche de Marcus et pour faciliter la transition. Damon aurait des droits de visite réguliers jusqu'à ce que Marcus soit assez grand pour comprendre la situation, moment auquel il réévaluerait l'arrangement. Indy avait combattu la décision de garde avec acharnement, mais sa position était faible. Elle avait commis une fraude.
Elle n'avait pas de revenus stables et avait démontré un schéma de tromperie que les juges prennent au sérieux dans les affaires de garde. La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, elle était retournée vivre à Seattle avec ses parents, en attendant l'issue de diverses procédures judiciaires. Mais ce soir, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce soir, Damon venait dîner, et pour la première fois depuis plus d'1 an, ce serait juste nous deux. Plus d'Indy surveillant notre conversation. Plus de tension quant à savoir si j'étais la bienvenue dans la vie de mon fils. Plus de marche sur des œufs autour de sujets qui pourraient perturber l'équilibre délicat des mensonges. La sonnette retentit à 18 heures précisément. Certaines choses ne changeaient jamais. Damon avait toujours été ponctuel. Quelque chose sent délicieusement bon, dit-il en ouvrant la porte. Et pendant un instant, il était simplement mon fils à nouveau. Le garçon qui n'avait jamais rencontré un petit pain qu'il n'aimait pas. Ils sont presque prêts, dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Comment s'est passée ta semaine? C'était une question si normale, le genre de choses que j'avais espéré lui demander pendant des mois sans avoir l'impression d'empiéter sur sa vie soigneusement construite. Assez bien, en fait, dit-il en s'installant à sa place habituelle à ma table de cuisine. J'ai déjeuné avec Connor et Marcus hier. Je m'arrêtais de sortir les petits pains du four. C'était encore un ajustement pour nous tous, l'idée que Damon passe volontairement du temps avec l'homme qu'il avait involontairement remplacé. Comment va Marcus? Bien. Vraiment bien, en fait. Connor est génial avec lui, et il est patient avec moi aussi. Il me laisse faire partie des choses, même s'il n'y est pas obligé. Je posai le panier de petits pains sur la table et m'assis en face de mon fils. Cela doit être compliqué pour toi. Damon resta silencieux un moment, beurrant un petit pain avec la même précision minutieuse qu'il avait enfant. C'est le cas. Certains jours, je me réveille encore en pensant à ce que Marcus pourrait faire, s'il a besoin de quelque chose. Puis je me souviens qu'il n'est pas. Que je ne suis pas. Il s'interrompit. Tu n'es pas son père, dis-je doucement. Mais tu l'as été. Pendant 1 an, tu as été tout ce qu'un père devrait être. Cet amour n'a pas été gaspillé, mon chéri. Il a simplement été redirigé. Est-ce que c'est ce qui t'est arrivé? Demanda-t-il en levant les yeux vers moi avec des yeux qui me rappelaient tant ceux de son père. Quand papa est parti, ton amour pour lui a simplement été redirigé. La question me prit au dépourvu. Nous n'avions jamais vraiment parlé de l'abandon de son père. Pas honnêtement. En quelque sorte, oui. Tout cet amour que je lui aurais donné, je l'ai versé dans ton éducation à la place. Je suis désolé, dit-il soudain, pour la façon dont je t'ai traité. Pour avoir ri quand Indy t'a mise à côté de cette poubelle. Pour t'avoir repoussé. Pour avoir choisi sa version de la réalité plutôt que la tienne. Je sentis des larmes me piquer les yeux. Tu es tombé amoureux, Damon. Les gens font des choses stupides quand ils sont amoureux. Fais-moi confiance, je sais quelque chose à ce sujet. Mais tu es mon fils. J'aurais dû te protéger, pas participer à ton humiliation. Tu protégeais ce que tu croyais être ta famille. Je comprends cet instinct. Il tendit la main de l'autre côté de la table et prit ma main. Tu m'as sauvé. Tu sais, si tu n'avais pas découvert la vérité, combien de temps cela aurait-il duré? Aurais-je passé des années à élever l'enfant d'un autre homme, en croyant qu'il était le mien? Indy m'aurait-elle jamais dit la vérité? Je serrai sa main. Je ne sais pas. Mais je sais que Marcus mérite de connaître son vrai père. Et Connor mérite de connaître son fils. Et tu mérites de construire ta vie sur la vérité, pas sur des mensonges. Même si la vérité fait mal, surtout alors. Nous avons dîné dans un silence confortable, le genre de calme facile que j'avais oublié que nous pouvions partager. Après, Damon m'a aidé à débarrasser la table et à faire la vaisselle, retrouvant les vieux rythmes comme si l'année de distance n'avait jamais existé. J'ai pensé à recommencer à sortir, dit-il alors que nous finissions de nettoyer. Pas sérieusement, pas encore, mais éventuellement. C'est sain, dis-je en accrochant le torchon. Tu es jeune. Tu as tant à offrir à quelqu'un cette fois. Je veux faire les choses différemment. Prendre mon temps. Poser plus de questions. Peut-être les présenter à ma mère très intelligente qui a de bons instincts sur les gens. Je ris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ta mère très intelligente qui a aussi appris 1 ou 2 choses sur le fait de parler quand quelque chose ne semble pas juste. Bien, dit Damon en me serrant fort dans ses bras. J'ai besoin de quelqu'un qui me dira la vérité, même quand c'est difficile à entendre. Après son départ, je m'assis dans mon salon avec une tasse de thé,
réfléchissant au voyage étrange qui nous avait menés ici. Il y a 6 mois, j'étais la belle-mère indésirable, assise à côté d'une poubelle tandis que ma famille riait de mon humiliation. Ce soir, j'étais simplement la mère de Damon à nouveau, digne de confiance pour ses pensées et ses sentiments, valorisée pour ma perspective au lieu d'être rejetée pour mon inconvénience. La vérité avait été dévastatrice à court terme. Des mariages avaient été brisés, des familles déchirées, un bébé innocent pris au milieu des tromperies des adultes. Mais elle avait aussi été libératrice. Plus de marche sur des œufs. Plus de prétendre que la cruauté était de l'humour. Plus d'acceptation d'un traitement qui diminuait ma valeur en tant qu'être humain. Mon téléphone vibra avec un message texte. C'était une photo de Connor. Marcus faisant des pas confiants à travers un terrain de jeu tandis que d'autres enfants jouaient à proximité. Le message qui l'accompagnait était simple. J'ai pensé que tu aimerais voir à quel point il devient stable sur ses pieds. Je souris en étudiant la photo du petit garçon qui ne serait jamais mon petit-fils biologique, mais qui occuperait toujours une place spéciale dans mon cœur. Sur la photo, Marcus riait, les bras tendus pour garder l'équilibre, son visage illuminé par la joie de sa nouvelle indépendance. Il apprenait à marcher seul, loin des mensonges et des manipulations qui avaient défini sa petite vie. D'une certaine manière, moi aussi. Je répondis par SMS. Il a l'air heureux et en bonne santé. Merci de m'avoir incluse. La réponse de Connor arriva rapidement. Tu es celle qui a rendu possible pour lui de connaître sa vraie famille. Nous te serons toujours reconnaissants pour cela. Une vraie famille. Pas la famille construite sur la commodité et la tromperie, mais la famille compliquée et honnête qui émerge lorsque les gens choisissent la vérité plutôt que le confort. Je posai mon téléphone et pris le livre que je lisais, m'installant plus profondément dans mon fauteuil préféré. Demain, j'irai travailler à la bibliothèque. J'appellerai peut-être mon amie Suzanne pour prendre des nouvelles. Je visiterai peut-être le marché fermier que je voulais explorer depuis un moment. Des plaisirs simples. Mais ils étaient miens à choisir maintenant sans avoir à m'inquiéter de savoir s'ils rencontreraient l'approbation de quelqu'un d'autre. La vérité nous avait tous libérés, même quand, surtout quand, elle faisait mal. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'étais exactement là où je devais être dans ma propre vie. Entourée de personnes qui voyaient ma valeur. Entouré d'amour qui ne me demandait pas de me rabaisser pour le recevoir. Certaines victoires ne s'accompagnent pas de fanfares ou de célébrations. Parfois, le plus grand triomphe est simplement la satisfaction tranquille de savoir que l'on a choisi le courage plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité, et sa propre dignité plutôt que les mensonges de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous, qui écoutez mon histoire, feriez à ma place. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et entre-temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.